intéressant d'interagir. Sunil est là. Ça va, Sunil? Ton micro est coupé. On t'entend Oui, pas? oui, madame. Super. Les autres, ça va? Pas trop fatigué? Vous dédiez votre Bonjour, madame. dimanche à notre cours. Ben, ça, c'est vraiment une preuve de votre motivation, donc bravo. Et, on attend quelques minutes peut-être et puis on va commencer. Chanchal, ça va? Oui, bonjour, madame. Bonjour, merci. Bonjour. Ah, Dana est visible maintenant. Ça va, Dana? Dana, vous n'êtes pas audible. Votre micro est coupé, je pense. C'est pas grave. Donc, Bonjour, madame. bonjour, Anish. Ça va? Tu n'es pas visible, Anish, mais je peux t'entendre. Et maintenant, est-ce que je suis visible? Alors, avant de commencer, une petite révision rapide de ce dont on a discuté hier. Donc, behaviorisme, ça indique quoi, à votre avis? On en a parlé Madame, est-ce longtemps. que je peux répondre? Oui, vas-y, Darshini. Ça va, Darshini? Darshini. Darshini, pardon. Le behaviorisme, ça c'est on apprend en observant. Ouais, très bien. Et on imite, on répète. Il y a beaucoup de répétitions. Oui? Oui, OK. Est-ce qu'il y a des limitations du behaviorisme? Darshini? oui. OK, lesquelles? Euh, Quelqu'un d'autre pourrait aider, hein? Allez-y. On est très dépendant de leur prof. On est trop dépendant de... Leur prof, OK. Du stimuli, comme on a parlé hier. OK. Et est-ce qu'il y a des avantages quand même? Un avantage qui vous vient à l'esprit tout de suite? on peut mieux se concentrer. Voilà, puisqu'il n'y a qu'un seul objectif en général, donc la concentration est un peu plus élevée. C'est vrai, Darshini, bravo. OK, ensuite, on a parlé de quoi après behaviorisme? C'était Le Madame, cognitisme. est-ce que je peux demander une question? cognitivisme. Oui, Karishma. Ça indique quoi? C'est le traitement d'informations chez les apprenants, comment ils peuvent réfléchir, ils peuvent comprendre ce qui est donné aux heures pendant les cours. Et comme ça, les enseignants peuvent mieux comprendre les niveaux de chaque apprenant, de chaque étudiant. OK, donc le traitement dans notre cerveau de toute information qui est devant nous. Madame, OK. j'ai une question. Oui, Niranjan. Bonjour, madame. Bonjour. La théorie behaviorisme, Oui, il est paru que c'est trop biologique, dépendant sur le stimuli et la réponse. C'est la manière comme nous entraînons les chiens, par exemple. oui, Et c'est un il n'y a exemple. pas Merci. beaucoup de chances de spontanéité. Absolument, vous avez raison, absolument. On en a parlé hier, on fait juste une révision rapide pour voir si tout est là ou non, parce que ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est en fait lié avec tout ce qu'on a vu hier. Donc, merci Niranjan, c'est vrai ce que vous avez dit. Donc, des limitations du cognitivisme et des avantages, si quelqu'un
pourrait mettre en lumière? Madame, l'imitation était, il faut avoir plus de patience dans cette. Et le point positif que ça montre l'aspect de collaboration. OK, avec cognitivisme, on parle déjà de collaboration. On renforce les concepts. Renforcer les concepts, c'était plutôt quand on parlait du behaviorisme. Mais on se concentre sur les processus impliqués dans l'apprentissage, plutôt sur le comportement observé. Anish, tu peux répéter encore une fois? Ou quelqu'un d'autre? Oui, vas-y. Dans les processus de cognitivisme impliqués dans l'apprentissage, on concentre sur le comportement observé. OK, donc on observe clairement ce qui se passe chez les apprenants. Ouais. OK. Et d'autres choses à y ajouter? Quelqu'un? Niranjan, vas-y. Madame, j'ai une question. Pourquoi la théorie cognitisme est développée en ce moment? Est-ce que c'est pour une croissance ou pour une recherche profonde de la psychologie? Oui, absolument, parce que en fait, cognitivisme, ça c'est lié avec le cerveau. Yeah. La neurologie, perhaps. Oui, la neuroscience, etc. Donc, petit à petit, puisque la science s'avançait et le domaine de psychologie s'avançait aussi, ben, on a, je pense, développé ce nom, le cognitivisme, à mon avis. Après, la date exacte, etc., je pense qu'il faut faire un peu plus de recherche et je ne veux pas dire des bêtises ici, donc je ne dis rien, mais oui, vous avez raison. Il y avait des avancements dans le domaine de sciences et surtout dans le domaine de psychologie. Et puis, petit à petit, on a développé différentes théories, différents termes pour indiquer la différence d'une à l'autre. OK. Après cognitivisme, on avait le constructivisme. Le constructivisme, et il s'agit de quoi? L'élève doit construire l'expérience et la connaissance. Il construit ses propres connaissances à l'aide de l'expérience, c'est vrai. Ça base sur l'idée que les gens construisent activement leurs propres connaissances et par leur expérience individuelle. Exactement. Oui. Oui, Anish, tu veux ajouter quelque chose d'autre? Et on peut dire le point positif que la connaissance se construit et l'apprentissage est un processus actif. Oui. Et l'apprentissage, c'est une activité sociale et ça existe déjà dans l'esprit. Voilà, donc activité sociale, c'est très important. Et puis l'expérience, comme Niranjan a évoqué, je pense que c'est l'expérience de l'apprenant qui l'aide à apprendre, à mieux saisir les concepts. Reddy, vous voulez ajouter quelque chose? Vas-y, Reddy. Oui, les élèves se collaborent et on se parle ensemble, on se discute et on apprend, learn vers l'autre. Oui, l'un des autres. Donc, dans la classe, il y a quelqu'un d'autre, un autre camarade, le professeur peut-être, on apprend mieux. C'est vrai. OK. Niranjan veut ajouter quelque chose? Vas-y, Madame, Niranjan. je veux ajouter qu'il y avait un mouvement d'art nommé constructivisme, mais c'était complètement différent.
mais c'est aussi avait lieu en le XXe siècle. C'est plus ou moins la même période. Même Ouais. période, oui. Mais il n'y a pas peut-être des connexions entre les deux. Il n'y a pas de lien, peut-être. Mais après, je pense que tout ce qui se passe dans la société a une influence quand même sur l'art, la littérature, la pédagogie. Donc, tout est connecté dans ce sens-là. Mais après, plus de recherches on doit faire pour voir si vraiment il y existe des liens ou non. Mais oui, peut-être c'est un mouvement intellectuel de un Russe. mouvement intellectuel. Oui. Russe. C'est possible. De la Russe. De Russie. Russie, oui. Russie, oui. Oui, c'est possible. Ben, moi, j'en connais pas beaucoup, donc je sais pas. Mais oui, c'est possible. Donc voilà. Et quelles étaient les limites du constructivisme? Madame, quelquefois, en suivant les instructions, on peut être perdu. Mhm. Par Oui. exemple, si je donne un exemple, s'il y a un prof de mathématiques Mhm. qui a par erreur enseigné des méthodes qui ne sont pas appropriées, Mhm. alors tout le monde va suivre la même méthode et enfin ils seront perdus. Ça veut dire, oui, la conclusion peut être mauvaise. Erroné, exactement. On pourrait avoir Oui. un résultat erroné, donc, parce que des fois, peut-être ce qu'on comprend, selon notre expérience, peut-être c'est bon, mais peut-être selon les attentes du professeur ou des objectifs de la classe, c'est un peu erroné. C'est possible. Oui. Et finalement, merci Darshini, on a parlé du connectivisme. Donc, ça c'est Intégré avec la technologie et ça aide les apprenants pour la collaboration et discussion, tant ou dehors le cours. Absolument. Mais madame, une chose, hier vous avez dit que pour ça, constructivisme, il y a une autre théorie, Constructivisme. Mais là, la société est mise encore plus en avance que on a eu constructivisme et puis Lev Vygotsky a dit, ben oui, c'est vrai que l'apprenant construit ses propres connaissances, etc., mais il y joue un très grand rôle, la société. C'est pourquoi on a parlé de socio-constructivisme et l'aspect culturel était devenu très important. Déjà à cette époque-là, on a commencé à parler de la culture, de la société, de ce qui se passe autour de nous, etc. Ça va? Okay. Donc, connectivisme, le plus grand avantage, hier, Anish nous a dit, ben, on fait ce cours, ça c'est un avantage. On peut faire tout ce qu'on veut, quand on veut, c'est la possibilité. Et un inconvénient, l'addiction est là, il ne peut pas concentrer et ça diminue la qualité du travail. Absolument. Donc, des fois, on devient un peu paresseux aussi, puisqu'on a GPT, on a Google, donc on a des réponses toutes faites et on ne fait pas vraiment beaucoup d'efforts. Bravo. Et après, on a aussi parlé de quelques approches. Donc, méthode de traduction traditionnelle, c'est quoi? Quelques caractéristiques rapidement et puis on passe à autre chose. C'était quoi la méthode traditionnelle? On apprend les règles, on traduit les mots et la grammaire, on met l'accent sur la grammaire. Absolument. Donc, la grammaire était la plus importante. On fait beaucoup de traductions, etc. OK. Ensuite est venue la méthode. Quelle méthode? Direct. Direct. Et il s'agit de quoi de temps? La langue ciblée utilisée et la méthode est communicative. C'est lié à l'immersion. Oui.
Voilà, donc on a commencé à enseigner dans la langue cible déjà. Donc, on évitait la traduction, on utilisait les gestes, les objets, etc., mais on expliquait avec la langue cible. OK, ensuite, c'était... Madame, c'est ici, dans le bouquin, il a écrit, on a utilisé ça première fois en France et en allemand. Ça, c'est vrai, non? Ben, selon les recherches que j'ai faites quand j'avais préparé votre module, c'était ce que j'ai trouvé. J'avais mis le lien de référence aussi, je pense, là. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompée. Donc, quelle était la méthode ensuite, après direct? C'était... Oui, Anish, tu n'es pas audible. SGAV, drill, drill et répéter. Abréviation, oui. Et c'est quoi la forme complète? Répétez jusque vous n'êtes pas arrivé à obtenir le résultat. Oui, mais c'est basé sur quel concept? En fait, le nom indique. On utilise les supports. Structure globale. Audiovisuel. Parler. Audiovisuel. Voilà, c'est la méthode audiovisuelle et on utilisait des exercices structuraux, comme Sunil vient de dire. Donc, on regardait, on observait et on répétait. Ça va? Madame, excusez madame, oui. Mais il y a aussi la méthode MAO, méthode audiovisuelle seulement. Oui. Oui. Avant la méthode structurelle globale audiovisuelle. Je pense la différence étant encore, c'est comme constructivisme et socioconstructivisme, c'est un pas en avant. Et la différence étant, comme Sunil vient d'indiquer, quand on dit structuro-global, on se focalisait beaucoup sur les exercices drill and practice, donc des exercices répétitifs parce qu'il y avait une certaine liste de vocabulaire, une certaine liste de verbes, etc., qu'il fallait apprendre par cœur en répétant. Donc la structure jouait un rôle assez important et on prenait l'aide des supports audiovisuels. Voilà. Et finalement, on a eu, après tout ça est venue l'approche communicative. Et ça nous a donné quoi? Chanchal, vous voulez parler? Allez-y. Oui, je vous dis que je vous demandais une chose, je ne suis pas sûr de ça. Est-ce que le tableau noir, est-ce que c'est un instrument audiovisuel? Tableau noir, je dirais pas, mais tableau numérique. Traditionnel. Tableau noir, c'est traditionnel. Ouais. Quand on dit audiovisuel, c'est vraiment comme on a discuté hier, on avait des laboratoires de pratiquer le son, de répéter le dialogue, etc. Donc, on a commencé déjà à utiliser la technologie à ce stade-là. Ça va, Chanchal? Oui. Mais dans la classe traditionnelle, les enseignants ils utilisent le tableau noir comme un instrument d'audiovisuel. Comme un support, oui. Il n'y a pas un autre moyen disponible. C'est votre observation, oui. Je pense que vous avez raison. À l'époque, il n'existait pas d'autre chose. C'est seulement avec l'avancement de technologie qu'on a commencé à utiliser les cassettes, les CD, etc. Donc, voilà. Donc, l'approche communicative, quelques aspects qui vous viennent à l'esprit rapidement? Dans cette approche, on utilise les deux langues cible et le maternel, mais toujours la préférence pour la langue cible. Et c'est toujours pour interagir avec les gens, avec les étudiants. Voilà, donc la communication est devenue primordiale et on utilisait la langue cible
pour enseigner. Ça, c'est l'approche communicative. On a déjà commencé, et comme Sunil l'a dit hier, ben, à un moment donné, il y avait beaucoup de va-et-vient dans d'autres pays et on s'est rendu compte qu'on a besoin d'une certaine standardisation de langue. Et puis, on a commencé à utiliser cette approche où on a dit ben, les apprenants doivent être capables de faire telle ou telle chose, de communiquer dans telle ou telle situation. Ça, c'est le plus important, au lieu de se focaliser sur la forme, le lexique, le vocabulaire, etc. Et juste après communicative, on a eu l'approche socio-culturelle. Actionnel. Socio-culturelle, c'est une compétence qui fait partie de ces deux approches, mais l'approche, c'est actionnelle. Et comme le nom indique, maintenant, on se focalise sur... Oui, Sapna, vas-y. Sous les tâches, Sur les tâches. la vie réelle. Très bien, Radhika. Oui, Sapna, vas-y. Il ne va pas parler. Bon, l'action... Oui, madame, excusez-moi. Non, pas de problème, vas-y. Oui, l'approche communicative, c'est la méthode directe aussi. Ici, on utilise la langue cible pour communiquer. OK, il y a des traces de méthode directe dans ce sens-là, mais dire que c'est la méthode directe, c'est pas vraiment 100% correct. Mais c'est vrai, chaque fois quand on avance, je pense qu'il y a des traces des théories d'avant, des approches d'avant, donc on ne peut pas vraiment nettement dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a toujours des chevauchements entre les différentes approches. Donc oui, vous avez raison, dans ce sens-là, c'est vrai. Adita, tu voulais ajouter quelque chose? Actionnel, c'est ça? Oui, oui. Oui. Ce qu'on fait dans la classe ou à l'extérieur. C'est pas lié seulement à ce qu'on fait dans la classe. Voilà. Et maintenant, on a commencé à considérer notre apprenant en tant qu'un acteur social. Donc, on essaye de lui fournir des outils pour vivre dans la société à l'aide de cette langue. Il peut voyager, il peut visiter, il peut sortir dans un pays francophone et il est capable de gérer tout. C'est bon? Ça va? Oui, madame. Merci. Alors, donc, on a parlé de ces approches, de ces théories, et aujourd'hui, on parle de l'acte pédagogique. Donc, à votre avis, c'est quoi l'acte pédagogique? L'unité 3, c'est l'acte pédagogique. Ça indique quoi? Madame, quand je faisais la révision, j'ai noté certaines choses. L'acte pédagogique se réfère à l'ensemble des actions et des processus que l'enseignant met en place pour faciliter l'apprentissage de ses apprenants. Et ça, c'est basé sur le triangle, sur les trois sommets, qui va dire, les trois sommets veut dire enseigner, enseignant, l'apprenant et le savoir. Exactement. Et derrière le savoir aussi, on a d'autres choses, mais le triangle est basé sur ça. Les trois sommets représentent les trois choses. Exactement. Quelqu'un d'autre veut développer un peu ce concept, si vous avez déjà lu les notes? Radhika, vas-y. D'après moi, ça veut dire comment créer les leçons ludiques pour les étudiants pour qu'ils captivent les compétences d'une manière facile et travailler sur les mêmes choses. OK, donc à ton avis, c'est plutôt comment attirer l'attention de l'apprenant. Ça fait partie de l'acte pédagogique, ça c'est sûr, parce que comme Anish a dit, tout ce qu'on fait dans la classe, c'est ce terme acte pédagogique
Je pense que ça signifie tout ce qui se passe dans la classe. Et dans la classe, il existe 3 pôles majoritairement. Il y a nous comme professeurs, il y a l'apprenant et il y a troisième pôle, le savoir. Le savoir. Adita, tu voulais ajouter quelque chose? Vas-y. Je dis que quand on apprend quelque chose, on doit aussi vérifier si on a accompli cette tâche. Ok. Donc, l'acte pédagogique, c'est ça aussi. Comment on peut arriver à la fin? À la fin. Donc, est-ce que l'objectif visé au départ, on est capable d'atteindre cet objectif ou non? Ça, c'est sûr. Absolument. Donc, dans vos notes, si vous avez le matériel avec vous, il y a une image aussi que j'avais mis pour montrer les 3 pôles. Et on va voir comment, au fil des années, ce triangle a changé et le placement des 3 pôles a changé également. Donc, déjà, savoir étudiant et enseignant, ça fait partie de ce triangle et tout ce qu'on fait dans la classe, ça fait partie de l'acte pédagogique. Jusqu'ici, tout est clair, tout le monde? Oui? OK. Donc, ensuite, on a parlé de différents processus qui existent sur ces axes de ce triangle. Donc, d'abord, on parle en termes de enseigner. Ça indique quoi, à votre avis? Ça veut dire quoi, enseigner? Ou quel est le rôle de l'enseignant si, dans ce triangle en général? Oui, Anish, vas-y. Enseigner, ça veut dire transmettre les savoirs. Oui. Donc, le premier rôle qu'on peut donner à l'enseignant, qu'on donnait auparavant à l'enseignant, c'était la transmission du savoir. Donc, moi, je suis la professeure, je suis ici pour vous donner des informations, c'est tout. Ensuite, aussi, madame, comment on crée des rapports avec les apprenants? Répète, Radhika. Madame, je voulais dire comment on crée le rapport avec nos apprenants. Voilà, donc cela a changé de la méthodologie traditionnelle jusqu'à l'approche actionnelle. C'est le changement. Avant, c'était monsieur c'est tout. C'est moi, j'étais là juste pour transmettre l'information, mais maintenant, je parle en termes de mon rapport avec mes apprenants. Est-ce qu'ils m'écoutent? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce que je dois changer quelque chose? Est-ce que ça ne va pas, etc. Donc, c'est vrai, Radhika, bravo. D'autres choses? Faciliter. Petit à petit, on y a ajouté aussi le terme faciliter. Ça veut dire quoi, faciliter dans ce sens-là? Par exemple, s'il y a quelque chose de difficile à comprendre, on essaie de faciliter avec les synonymes peut-être ou des exemples différents et nous expliquer le sens de ce qui est. Exactement. Donc, vous facilitez l'apprentissage. C'est l'apprenant qui fait tout ce qu'il faut faire et vous êtes là juste pour le guider, pour faciliter son apprentissage. Absolument. Et si on se concentre sur l'apprenant, alors, qu'est-ce qui était son rôle, qu'est-ce qui a changé, etc. Quelques observations là-dessus. J'ai essayé de mettre un tableau dans votre matériel qui était assez clair. Madame, d'après moi, c'est le plus important, c'est la compréhension des élèves. Ce que les étudiants ont appris dans ces cours, c'est plus important dans le cadre de l'apprenant. Oui, donc aujourd'hui, quand on parle de l'acte pédagogique, c'est vrai, ça c'est l'essentiel. On ne peut pas l'ignorer. OK, je vous mène encore vers la méthode traditionnelle, par exemple. Dans la méthode traditionnelle, quel était le rôle de l'apprenant? L'apprenant était très actif, il participait beaucoup, Non. Quel était son rôle? Il seulement observe et il apprend. Il n'a pas un rôle actif, mais ici, il joue un rôle actif.
Maintenant, avec le temps, cela a changé et l'apprenant aujourd'hui est actif dans notre classe. Est-ce que c'est moi qui parle et vous pensez que c'est possible? Si moi je parle, je serai fatiguée et morte à la fin de 2 heures. C'est pas possible. Donc, j'ai besoin de votre participation et j'ai besoin d'être sûre que, ben oui, vous êtes là avec moi et je ne parle pas de tout et de n'importe quoi. Donc, c'est le changement. Mais avant, ce qui se passait, le professeur entre, non, les étudiants notent, et c'est fini. Cela a changé avec le temps, le rôle de l'apprenant aussi. Aujourd'hui, il décide, en certains ici, vous, juste un exemple, mais vous ne voulez pas allumer votre caméra. Mais moi, je ne peux pas vous obliger aujourd'hui. Il y a 20 ans, 15 ans, quand on est dans la classe, si le professeur nous dit, ben, asseyez-vous correctement, ben, il faut être vraiment attentif. On ne pouvait pas dire, non, j'ai pas envie, non, c'est pas possible. Ça n'existait pas là. C'est clair, le changement. Oui? Oui. Voilà. Donc, avec ces 3 pôles, le changement dans leur rôle, etc., on arrive à notre... comme hier, je pense que quelqu'un avait déjà parlé de la taxonomie de Bloom et aujourd'hui, quelqu'un a parlé des objectifs. Donc, quel est le lien entre les deux? Pourquoi, quand on parle des objectifs, on parle de taxonomie de Bloom? Quelqu'un? Madame, maintenant, l'enseignement c'est basé sur le Bloom's taxonomie. Ok, ça veut dire quoi? Il y a plusieurs étapes pour arriver à l'objectif. Oui. Le commencement, c'est compréhension Oui. et understanding, et à la fin, on arrive à créativité. Donc, Ok. il y a Bloom's taxonomie, on suit pour préparer les fiches pédagogiques, aussi les activités. Tout cela, on oblige de faire Bloom's taxonomie. Comme ça, on arrive, on fait participer tous les élèves dans différentes catégories, différents types des élèves. Et puis, on arrive dans chaque classe, si on peut faire l'activité basée sur le Bloom's taxonomie, ça sera très intéressant pour les apprenants, aussi les profs. Ok, Sanjay. Bon, pardon, Sunil, merci. La première partie, c'est vraiment correct. La deuxième, je ne sais pas si aujourd'hui aussi on parle en termes de taxonomie qui était écrit à l'époque. Il y a eu un changement dans cette taxonomie aussi. Donc, quelqu'un qui pourrait d'abord me dire d'une manière simple, l'objectif principal de cette taxonomie, c'était... Déjà, taxonomie, ça veut dire quoi? Quel est le sens de ce mot? Ça veut dire nommer les choses. Voilà, la classification, quand on nomme des choses. Ici, Benjamin Bloom nomme les différents stages de l'apprentissage. L'apprentissage, exactement. C'est une taxonomie des stages de l'apprentissage. Exact, Niranjan. Bravo, très bien. Donc voilà, c'est la classification, comme Niranjan vient de nous dire. Quand on nomme certaines choses, ça c'est la taxonomie. Et ici, Bloom essaye de nommer des stades, des différentes étapes pour arriver à l'étape dernière. Et ça nous aide, en fait, si vous voyez votre matériel, c'était bien indiqué, c'est vraiment pour donner un langage commun aux enseignants pour discuter et échanger des méthodes d'apprentissage et d'évaluation. Donc, pour standardiser ce qui se passait dans la classe, comment formuler un objectif, tout ça pour je pense que la taxonomie de Bloom nous a beaucoup aidé à arriver à un consensus là-dessus. Et comme Sunil vient de nous dire, la première étape dans
dans cette taxonomie, si vous consultez votre matériel, c'était à l'époque d'abord la connaissance, ensuite la compréhension, puis est venue l'application, ensuite il y avait analyse, synthèse et évaluation. Mais qu'est-ce qui a changé ensuite? Comme toute autre chose, il y a eu des évolutions et cela a changé aussi cette taxonomie. Et qu'est-ce qu'on a changé là? Madame, est-ce que je peux... Oui. Après, il y a un inversement de pyramide de Bloom. C'est complètement bouleversé. Et on suggère que les élèves peuvent commencer par des tâches difficiles comme création ou analyse, et comme ça. Et les tâches faciles comme mémorisation et comme ça, compréhension. Ces tâches peuvent être possibles, automatiques, ou je ne sais quoi. Mais j'ai une question ici. OK. Est-ce que ce bouleversement, est-ce que c'est totalement possible? Parce que Bloom avait pensé que c'est une pyramide. Oui. Parce que mémorisation ou connaissance et compréhension, ce sont les bases d'apprentissage. Donc, comment c'est peut-être qu'on peut commencer avec les tâches difficiles avant de faire des connaissances et compréhension? Comment on peut commencer à créer et évoluer des choses? Je vais vous donner un exemple et c'est une très bonne observation, mais je pense que vous avez sauté quelques parties au milieu. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, on dit que c'est totalement renversé. Cette pyramide a été totalement renversée. Mais avant ça, il y a eu une autre étape où, au lieu d'utiliser les noms, on a commencé à parler en termes d'action. Donc déjà, Bloom lui-même, il a changé la terminologie et il a dit, au lieu de dire connaissance, etc., maintenant je vais dire reconnaître, c'est-à-dire l'étudiant est capable de récupérer l'information ou bien il est capable de traiter l'information. Donc, l'action est devenue plus importante. Comme on a dit, l'action, l'approche actionnelle, etc. Donc, déjà, Bloom avait compris qu'on ne peut pas se concentrer juste sur les noms. Il faut aussi faire attention à l'action, comment l'apprenant va le faire. Et il a aussi changé les deux dernières parties et il a dit, maintenant, avant de création, on va faire une petite évaluation, on va essayer d'estimer s'il est capable d'appliquer tout ce qu'il a appris ou non, et puis on va lui dire de créer, on va lui demander de créer. Mais on n'a pas arrêté là. Oui, allez-y. Oui, Madame, il remplace connaître avec reconnaître. Oui. Il y a peut-être quelque chose qu'on croit ici, what one assumes, que peut-être connaissance est possible automatique ou dans automatique sans des efforts de l'environ. Peut-être on peut connaître des mots et des idées et quand on fait des efforts, donc c'est une reconnaître, on récupère les mots et les idées. Et tout ce qui est déjà là, exactement. Vous avez raison, tout à fait raison. Donc, hier aussi, quelqu'un, je pense, Anish avait dit qu'avant, c'était comme, on considérait comme si l'apprenant était complètement stupide, il ne savait rien de rien. Mais maintenant, on disait, non,
même si c'est le premier cours, il a quand même quelques notions de base à l'esprit. Et Adita nous a donné des exemples type restaurant, café, etc. Ce sont des mots que les apprenants savent déjà, même si ce sont des débutants, même si c'est le premier cours. On ne peut pas dire que non, ce sont des débutants, ils ne savent rien de rien. C'est pas possible. Aujourd'hui, les apprenants sont assez intelligents, ils ont un certain bagage de connaissances, donc ils récupèrent les informations qui sont déjà là. Et puis, finalement, comme Niranjan nous a dit, maintenant, avec le passage du temps, cette pyramide est complètement renversée. Et Niranjan nous a posé une question très intéressante. Est-ce que c'est vraiment possible de commencer avec la création et puis arriver à la mémorisation? Est-ce que c'est possible? Les enseignants qui sont ici, est-ce que ça vous est arrivé dans la classe? Est-ce que vous utilisez cette stratégie? Redit, tu n'es pas audible? Oui, c'est possible. Comment? Exemple, parce que Niranjan voudrait comprendre. Juste pour enseigner les élèves, c'est un exemple très facile. Quelques mots pour mémoriser le vocabulaire. On joue un jeu et comme ça on apprend. Quand on joue un jeu, on se souvient mieux, je pense. Et On apprend mieux. oui, juste, je ne sais pas comment dire quel jeu. Et je vais penser un peu, je vais réfléchir un peu. Oui, tu peux. Ensuite, je vais vous dire. C'est possible. Quelqu'un d'autre? Madame, moi aussi, je pense que c'est possible. Oui, Radhika. Quand le professeur planifie un cours dans la classe, il organise quelques activités. L'acte de cette activité mémorise par l'apprenant. Donc, dans ce cas, mémorisation est possible grâce à l'acte d'activité que le professeur a organisé dans le cours. Donc, ce que vous créez dans votre cours est toujours attire les apprenants à apprendre les nouvelles choses. Donc, je pense que la mémorisation est possible après avoir créé quelque chose dans le cours. Bravo Radhika, merci. Reddy, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, pour mon classe de 5e, pour apprendre les directions. C'est ce que j'ai fait. J'ai écrit toutes les directions et j'ai écrit tous les verbes en impératif avec le son en anglais. Et ensuite, nous avons commencé à jouer. Nous avons joué le jeu désolé, fermer les yeux. Une personne va fermer les yeux et l'autre va lui dire la direction en lisant le tableau. Et comme ça, on a appris les directions plus facilement. Donc déjà, ils faisaient une activité et puis petit à petit, ils ont saisi le lexique, le vocabulaire, etc. Oui. Et on a tout mémorisé. Mais la mémorisation était à la fin. C'était la dernière étape. Okay. Soudha veut ajouter quelque chose? Oui, madame, désolée, je ne peux pas ouvrir mon caméra parce que j'ai très mal au dos et je reste au lit. Pour ça que je ne peux pas vous allumer la caméra. Mais dans la classe, l'idée est déjà là chez l'apprenant, n'est-ce pas? Parce que si, par exemple, en utilisant les outils audiovisuels comme ça dans la classe, par exemple, les sons de pluie, voilà, pour dire, on fait écouter, on fait regarder les images comme ça. Si on donne ça aux apprenants, c'est très facile aux apprenants. Je ne pense pas qu'il peut mémoriser tout, mais il peut comprendre et il peut se souvenir ou il peut associer le mot avec l'image ou le son comme ça. Et en faisant ça, on peut faire comprendre mieux aux apprenants. C'est ce que je fais dans la classe à l'Alliance.
Donc, c'est ça. C'est ça, on utilise le son, voilà, les vidéos comme ça pour faire apprendre les outils audiovisuels. Exactement. Oui. Kirti, je te remercie, Soda. Kirti, vas-y. Oui, bonjour madame. Je ne peux pas allumer ma caméra aussi, je suis dehors. Et j'ai un exemple pour l'inverse. On peut faire pour l'activité de plus que parfait quand on a déjà appris la future antérieure. On peut faire une comparaison. Future antérieure, comment on fait la conjugaison et comme l'apprenant découvrir comment on fait la conjugation de plus que parfait. Ok, donc on parle là, Kirti, on parle toujours en termes de grammaire, c'est-à-dire le point plus important, c'est la grammaire. C'est ça? Oui, oui. Et après, il peut appliquer et analyser les situations. On peut comparer plus que parfait et le futur antérieur parce que dans le sens, c'est même dans le futur et dans le passé, pas très proche, mais on peut faire une petite comparaison. Je pense que c'est ça possible. Et il applique et après, il comprend mieux et j'explique. D'accord. Donc, si on parle de méthodologie d'autrefois et si on se concentre uniquement sur le grammaire, je pense, oui, c'est un très bon exemple. Mais quand on parle de l'actionnel, les tâches, dans ce cas-là, je pense que l'exemple donné par Souda ou ce que Rudy a proposé marche mieux. Parce que c'est l'apprenant qui fait quelque chose, il découvre certaines choses et puis il apprend. Est-ce que... Mais merci, Kitty. Donc, tout le monde, c'est clair. Oui, Niranjan? Madame, je dirais que je ne suis pas convaincue complètement parce que quand on crée quelque chose, création n'est pas possible sans compréhension. Compréhension n'est pas possible après la création. C'est ce que je pense. Croyez-moi, Niranjan, si jamais il y a l'occasion d'assister à un cours à l'Alliance française, comme Souda vient de dire, venez observer. Madame, si Dieu a créé le monde sans compréhension, quelle est la situation? Oh là là, c'est la philosophie. Là, j'ai pas voilà, c'est l'approche actionnelle que vous venez de dire, n'est-ce pas? Ça, c'est l'apprenant et l'acteur et il comprend quand il agit dans la classe. Quand il agit dans la classe, il apprend mieux. Ça, c'est l'approche actionnelle. Oui, mais Niranjan dit, non, le Dieu n'a pas conçu le monde sans réfléchir, etc. Donc ça, c'est un autre exemple, Niranjan. Mais dans le domaine de pédagogie, aujourd'hui, on pense que, en fait, on croit que l'apprenant est capable de créer avec tout ce qu'il a déjà dans la tête. Donc, après, c'est à lui de découvrir, de développer petit à petit ses connaissances et de les utiliser comme il veut. Et il existe aussi en fait, aujourd'hui, le concept des autodidactes. C'est quoi autodidacte? Qui apprennent lui-même. Voilà, qui n'a même pas besoin d'un professeur. Donc, il est là à la maison, il cherche, il regarde, il comprend, il apprend et il l'utilise. Et ça existe aujourd'hui, des autodidactes comme ça. Donc, voilà, c'est notre unité 3. J'espère que... Chanchal, oui, vas-y. Oui, madame, jusque vous avez dit ça, autodidacte, est-ce que apprendre, est-ce qu'il y a une autre terme, apprendre, est-ce que c'est la même chose, autodidacte et apprendre? Autonomie, oui, apprendre à apprendre, c'est-à-dire on rend l'apprenant aussi autonome que possible et puis après c'est à lui de voir, de décider, de faire comment augmenter son apprentissage. Donc, on ne lui dit pas tout simplement c'est le verbe, c'est le temps, c'est passé, c'est plus que parfait, etc. Mais on lui donne des stratégies à devenir plus autonome qu'avant.
et il est capable de décider lui-même, OK, pour faire ça, j'ai besoin de ça, donc je vais aller sur Internet, je vais consulter mes camarades, je vais peut-être consulter un dictionnaire et je vais compléter ma tâche. C'est bon, Chanchal? Oui, ça va. Merci, madame. OK. Bon. Sunil, ça va? Tu es fatigué aujourd'hui? J'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre. Ça se voit, hein, tu as l'air un peu perdu. J'espère que tu te guéris vite. Anish, tu as disparu aussi. Tu es où? Adita n'est pas visible Je suis non là, plus madame. aujourd'hui. Je suis là et je vous Soyez entends. visible, s'il vous plaît. Je suis là. C'est plus J'entendais intéressant. monsieur Niranjan. Oui. Bon, merci. Donc voilà, c'est l'unité 3. C'était pas trop compliqué, j'espère. Il y a des concepts assez faciles. Et puis, j'ai utilisé beaucoup d'images et beaucoup de tableaux pour rendre la compréhension facile. Si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas à me demander la prochaine fois quand on se voit pour le module sur les TIS. Mais maintenant, on va passer à notre unité 4. On prend 5 minutes de pause rapide et puis on continue. Oui? Oui, madame. 5 minutes, hein, buvez de l'eau, prenez de l'énergie et participez encore plus fort. Ben, moi, j'y suis. On peut commencer quand vous voulez.
Bon, donc notre dernière unité de ce bloc, c'est la communication non verbale. Ça veut dire quoi? Madame Savadi, quand il n'y a pas de l'acte de plural, on crée une communication avec les gestes et avec les expressions et on s'exprime l'émotion sur le visage comme ça. À l'aide de notre visage, le corps, les gestes. Oui, des mains, oui. Exactement, Radhika, bravo. Quelqu'un d'autre veut y ajouter d'autres choses? Oui, Mita? Oui, madame, avec le contact visuel, le contact corporel, les expressions faciales aussi. Absolument, c'est vrai. Et Karishma, tu voulais ajouter aussi quelque chose? Madame, c'était le même avec quand les enseignants utilisent les gestes et ils n'utilisent jamais les mots pendant les cours. Jamais. Jamais. Les expressions, mais le nombre de mots est moins. Limité. Limité, oui. Madame, est-ce qu'on peut dire aussi les expressions du visage? Absolument, absolument. C'est ce que Radhika a dit au début. Oui. Il y a un Ça exemple aussi, je pense. Quelqu'un qui apprécie nos efforts, on sourit et on dit merci avec la souris. Donc, c'est l'exemple de visage. Exactement. Donc, des fois, on n'a même pas besoin de parler, notre visage dit tout. Adita, tu voulais dire quelque chose? J'ai dit les expressions. Pas des mots, mais avec des expressions et les gestes. Exactement. Donc, avec Madame, on peut aussi prendre l'exemple de nos grands-parents auparavant, quand on faisait quelque chose de mauvais, ils donnaient un look, un regard. Oui, absolument. Tu as tout à fait raison, Darshini. Donc, ce look, en fait, ça existe même maintenant dans notre classe. Si vous enseignez, je suis sûre, des fois, on n'a pas le droit de vraiment gronder les apprenants, mais on leur donne ce regard un peu... Mais ça m'est égal, madame. Pourquoi tu dis ça, Adita? Parce que rien ne change dans le comportement. Il ne change pas. Parce que avant, c'est seulement le regard. Nos parents ne disent rien. C'est le regard qui explique tous et toutes. Mais maintenant, on regarde et il dit, tu me regardes comme ça, c'est ça. Ah bon? Madame, aujourd'hui, si on donne un regard à un étudiant, on aura un email le lendemain. C'est vrai? Même avec un regard? Madame, je suis d'accord avec les deux. Parce que si, ici, personne ne comprend nos émotions. C'est très rare ici, c'est juste. Oui. Ils comprennent Radhika, mais ils essayent de dégager le thème. Oh, oui, c'est la même chose. Oh, d'accord. Moi, je pensais que c'est interdit de gronder, de toucher les apprenants, mais on peut quand même leur dire que, ben voilà, on est mécontent avec le comportement, mais non, ça se fait pas non plus. Parce que avant, c'est le mot sad, upset, mais maintenant, c'est seulement depressed. Oh God. Radhika dit oui, c'est vrai. Bon, je ne sais pas à propos d'école, peut-être c'est la vérité, je ne sais pas. Niranjan? Oui, madame, j'ai une question. Oui. Dans les SLM, je lis que à peu près 57% de le message est transmis par des communications non verbales. Oui. 57%. Et est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est la même pour les hommes et les femmes, ou il y a des différences? Ben, selon mes recherches, ce que j'ai utilisé comme point de référence, c'était la phrase donnée. Après la distinction entre homme et femme, je ne sais pas. Je pense que c'était une phrase qui a une généralisation.
Donc, en général, on pense que 55% de notre communication est basée sur la communication non verbale. Après, je pense que ça devrait être aussi valable pour les hommes que pour les femmes, mais on peut toujours faire plus de recherches là-dessus. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on comprend bien la notion de communication non verbale. Et dans cette... Je peux demander, je peux vous demander, madame. Oui. Il y a une théorie en anglais, théorie de la gaze. Gaze theory. Gaze. Quand on regarde une autre personne. C'est dont Darshini vient de parler, oui. Oui. Et il y a une théorie de la gaze masculin et le gaze féminin. Donc, pour le langage non verbal aussi, peut-être il y a des différences entre des femmes et des hommes. Oui, c'est comme j'ai dit, c'est possible, mais je pense en général, quand on dit le langage non verbal est important, je pense que c'est aussi important pour les hommes que pour les femmes. On peut bien sûr y avoir des distinctions, comment les femmes l'utilisent, comment les hommes l'utilisent, mais je pense que cela a une certaine importance pour les deux sexes. Oui, Anish? Et madame, ce langage est utilisé aussi dans les signalisations. Comme fumer c'est interdit, on voit la cigarette et on pense dans notre cerveau que ok, on ne peut pas fumer ici. Et d'autres choses, comme quand on fait des courses, on achète quelque chose, on voit la marque, ah ça c'est végétarien, s'il y a la marque verte et s'il y a la marque, on pense, oh ça c'est pour... Ça c'est aussi la communication non verbale. C'est pas explicitement dit, mais c'est là. Oui, vas-y. Et dans le théâtre aussi, quand on fait avec les gestes, ça c'est aussi la communication qu'on peut voir dans la littérature et dans les pièces. Oui. En fait, le théâtre est un très bon exemple, surtout les mimes, etc. Je pense. Comme dans les pièces de Beckett, il y avait la silence. Oui. Mais qu'est-ce que la silence représente? On commence à imaginer ça. Ça, c'est aussi le langage qui n'est pas parlé, qui n'est pas entendu, mais qui est pensé et obtenu dans la tête. Qui passe le message, qui nous donne le message. Sans le bruit. Exactement. Et en fait, quand tu parles du silence, juste pour rigoler un peu, dans un couple, quand la femme ne parle pas, le silence dit beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ça communique beaucoup, même si elle ne parle pas explicitement, je pense. Il y a un message qui est communiqué. Donc, c'est... De notre jour, ça c'est dans les réseaux sociaux, bloqué. Bloqué veut dire, ok, je suis triste, je suis en colère, je ne veux pas te parler avec toi. Ça c'est bloqué ou effacer la photo du profil de WhatsApp. Ça aussi donne le message. Ok, je suis triste. Ok, il faut venir avec le bouquet de fleurs. Absolument. Des emojis qu'on utilise tout le temps maintenant sur les réseaux sociaux, ça fait partie de notre communication non verbale. Oui, Soudan, tu veux ajouter? Oui, je voulais dire la même chose. Les émoticônes, les emojis que vous utilisez dans le WhatsApp et comme ça, voilà, ça c'est la forme de le langage non verbal. Et si en alliance, voilà, on donne presque toutes les explications avec les gestes, avec le visage. Donc, c'est implicitement, voilà, ça c'est l'explication quand on suit, là, c'est à côté de langage, c'est verbal et non verbal, ça, c'est comme les deux parties ensemble dans l'apprentissage. Oui, tout à fait. Donc, voilà. On comprend bien la communication non verbale. Quand on dit non verbal, oui, vas-y, sorry, pardon. Pardon, madame.
Oui, dans le texte, on trouve ici que chaque fois, presque tout le mot comme apprenant, apprenante et apprenti, enseignant, enseignante. Est-ce que c'est c'est nécessaire mettre le oh après le euh, après le apprenant, après le enseignant. Je Est-ce ne que sais pas, l'examen... Chandra, si c'est nécessaire, mais comme moi, j'étais en train de concevoir ces modules, je me disais, je pense que c'est vraiment le moment que le français doit inclure le deuxième, c'est-à-dire on doit inclure apprenant et apprenante au lieu de dire juste apprenant et utiliser un mot pour parler de deux sexes. C'était juste mon avis. Si ça vous plaît Oui, pas. non, mais pardon, madame, mais est-ce que j'ai peur que si l'examinateur est une femme et il va déranger? Je ne Pas suis du pas tout, sûr hein, de ça. pas du tout. En fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de cette inclusivité dans la langue dans la langue française et surtout au Canada, je pense qu'on travaille beaucoup sur cet aspect-là, ou même les mots comme professeur, on a commencé à ajouter E avec professeur, juste pour dire que voilà, maintenant on fait attention qu'il y a des femmes aussi qui peuvent être des professeurs ou médecins. On commence à... C'est juste un essai de rendre la langue plus inclusive, c'est tout, rien d'autre, Chanchal. Après, à vous de... Je ne sais pas pourquoi, on peut même poser la question, pourquoi on dit maintenant bonjour à toutes et à tous au lieu de bonjour à tout le monde. Parce que depuis des années, on disait que la langue française est un peu sexiste et peut-être on a besoin de changer un petit peu ce système et on doit devenir un peu plus inclusif, c'est tout. Ça va? Oui, mais j'ai peur que je ne suis pas sûr si on doit écrire en masculin ou féminin dans... C'est à vous de choisir. En français standard, si vous écrivez juste au masculin, ça c'est accepté. Si vous ajoutez E, ça montre un peu plus de sensibilité, je pense, c'est tout. Oui, ça va. Rien d'autre. Hein. On ne va pas vous pénaliser si vous allez écrire juste apprenant à l'examen. Ne vous inquiétez pas. Ça va? Ok, ça Ou va. si vous écrivez juste enseignant, on ne va pas vous dire, non, vous allez perdre 2 points là. Donc, ne vous stressez pas là-dessus. C'était juste pour vous dire qu'il y a une autre façon de penser aussi, c'est tout. Madame, aujourd'hui, en anglais, de temps en temps, des personnes utilisent seulement le féminin, qui veut dire les deux genres. Les deux genres. Et je pense aussi que anglais... ce serait mieux d'écrire comme ça, en mettant O toujours, ce sera mieux. À vous de décider. Hein. C'est juste pour vous dire que ça existe. Aujourd'hui, on en parle dans la société. Même l'Académie française est en train de réfléchir un petit peu plus sur cet aspect-là. Donc, il faut peut-être y réfléchir, mais après, c'est votre choix. Ça va? Oui, madame. Okay. On était où? J'ai perdu le fil conducteur. Bon. Oui, donc quand on dit la communication non verbale, il y a le langage corporel et ce langage corporel est divisé en 4 catégories, la kinésique, le paralangage, le proxémique et la caractéristique physique. À vous de me dire c'est quoi ces 4 catégories. Comment est-ce qu'on peut définir kinésique? C'est quoi paralangage, etc., etc.
Allez-y, je vous écoute. Quelqu'un a levé la main? Kinésique, c'est lié avec les gestes, le visage, le mouvement. C'est ça? Le mouvement du corps. Oui? Oui. Ok, surtout le mouvement du corps. Que veut dire le paralangage alors? Madame? L'intonation. Comment on module la voix et le son, c'est ça? Comment on change notre voix? L'intonation, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, modification du son. Donc, des fois, notre débit, notre son aussi peut montrer beaucoup de choses. Darshini, vous voulez ajouter quelque chose? Vas-y, Darshini. Non, elle a déjà dit l'intonation de la voix, intonation. On peut avoir un exemple concret? Quand on parle un peu à haute voix, par exemple, quand on utilise l'impératif, Très bien. on parle un peu à haute voix, mais quand on peut dire quelqu'un ferme la porte tout doucement, mais quand on hausse la voix pour dire ferme la porte, mais ça c'est la modulation de la voix. Oui. Et au lieu d'une requête, ça devient plutôt un ordre. C'est vrai? Oui. C'est plutôt pour les mamans qu'on dit aux enfants de manger leur repas. Oui, la première fois, mange mon chéri, mange mon petit, oui. Et puis mange. Donc, ce changement montre comment le message est différent. C'est vrai, Darshini, bravo. Oui, Anish? Un autre exemple, Sarah, comme c'est l'exemple de film de Bollywood, le film d'Amir Khan, Piqué, comment il répète le mot Acha tout le temps et dans chaque situation. Dans le film Piqué, Acha, oh, Acha, c'est comme ça. Ouais. Oui, chaque fois, ça change le message. C'est vrai. C'est bon? Paralangage, c'est clair, tout le monde? Oui, madame. Et puis, c'est quoi proxémique? Comme dans les rues, on voit les policiers pendant G20, ok, ne viens pas, vas-y d'ici. Ils ne parlent pas, mais the traffic policemen, ils utilisent leurs gestes. Est-ce que ça, c'est un exemple de proximité? Madame, c'est la posture physique? Posture physique? Non, pas vraiment. C'est plutôt l'espace physique. Donc, quand on communique, même l'espace entre nous, cela a un rôle important. La proximité entre les gens. Exactement. Et est-ce que dans la classe, vous avez des exemples, comment cela peut avoir un impact? Des exemples concrets de classe? Ou on parle encore une fois de méthodologie traditionnelle. Dans la méthodologie traditionnelle, quelle était la distance entre le professeur et les apprenants? La proximité, cet aspect proximique. L'élève hésite avant de poser une question, mais maintenant qu'on explique quelque chose et s'il y a des doutes, il pose des questions. On ne peut pas avancer sans répondre aux questions. Oui, mais il est plus à l'aise. Il est, c'est comme, c'est pas seulement l'enseignant qui joue le rôle important. C'est l'apprenant aussi qui a un rôle important dans le cours. Oui, Adita, mais ma question était plutôt avant, autrefois, quand on parle de méthodologie traditionnelle, directe, etc. C'est tout. L'espace de classe, comment on l'utilisait, cet espace de classe? Écrit sur le tableau, mais maintenant on bouge. Voilà. Oui. Et pourquoi? On fait des activités, oui. Exactement. Donc, avant, c'était vraiment, c'est-à-dire il y avait une distance très nette entre la professeure et l'apprenant. La professeure est sur le podium, il utilise le tableau, etc. Les enfants sont loin.
Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Cet écart s'efface petit à petit et comme Adita vient de dire, on bouge beaucoup plus maintenant en tant qu'enseignant dans la classe. Et comment ce mouvement, cette utilisation d'espace est importante aujourd'hui dans la classe? Est-ce que ça joue un rôle positif ou négatif? Quand on s'assoit près de l'élève sur la même table, Oui, l'élève a plus de confiance, oui, ils comprennent mieux. oui. Très bien, Darshini. Sudha, vous voulez ajouter Oui, quelque chose? les étudiants sont plus à l'aise en approchant le professeur parce que la distance est effacée. Il n'y a pas de distance entre le professeur De et moins en moins. l'apprenant. Oui. Voilà. Donc, Et il n'y a aussi pas d'hésitation pour demander une question. exactement. Donc, cet espace montre aussi, la réduction de cet espace montre aussi maintenant que l'enseignant est plutôt un ami et les apprenants sont très à l'aise à poser des questions, à donner des réponses, à faire des erreurs. Ils n'hésitent pas trop, ils n'ont pas peur, n'est-ce pas? Et dans la vie personnelle, est-ce que cet aspect est visible aussi? Si vous pouvez me donner un exemple de votre vie quotidienne, peut-être, Proximic joue quel type de rôle? Oui, Chanchal? Madame, ce que j'ai trouvé très utile dans ma classe, après enseigner quelques leçons, demander la question immédiatement après ça, ce que il a compris. Donc maintenant, ils peuvent poser des questions sans hésitation. Oui? Oui. OK. Madame, quand vous parlez des relations personnelles, tout ça, auparavant, il existait comme quand on parlait avec nos parents, il y avait beaucoup de respect avant de parler avec le père. Mais maintenant, c'est daddy cool. Oui, c'est vrai, ça change notre rapport avec les parents, change beaucoup, c'est vrai. Et l'espace aussi change. Donc, voilà, je pense que la notion est claire, proxémique, etc. C'est bon? On avance un peu? Oui, madame. OK. Donc, quand on dit la communication non verbale, on ne peut pas ignorer l'aspect culturel. Pourquoi? Et j'ai mis beaucoup d'exemples pour expliciter ce point. Comment est-ce que la culture est importante dans la communication non verbale? Pour se saluer, c'est différent dans les différentes parties du monde. Donc Très ici, bien. c'est Namasté. Oui. Là-bas, en France, on se baisse. Donc, On fait des différent, bisous. oui. Exactement. Donc, et des fois, quand on est dans la rue ou en marche, on fait juste comme ça. Quand on voit un adulte, on n'a même pas besoin de dire namasté ou satsrikal. On fait juste ça et c'est compris que ben voilà, c'est une façon de saluer. Donc, salutation, c'est un bon exemple. Y a-t-il d'autres choses où l'aspect culturel joue un rôle? Insultation. Les insultes. Oui, c'est vrai. Vous voulez donner un exemple, Ranjan? Je ne sais pas. Mais sachez, ça s'enregistre. Moi, je ne vous donne pas l'exemple, mais si vous avez des exemples, allez-y. Non? Les insultes changent selon la culture aussi. Et il y a des gestes qui ont un sens différent dans un certain pays, dans une certaine culture, qui est différent dans notre culture peut-être. Et là, comme Darshini a dit, par exemple, notre rapport avec nos parents, il y a quelques années, regarder dans les yeux de nos parents, c'était pas vraiment considéré poli.
Mais aujourd'hui, c'est OK. Quand je parle avec mes parents, je regarde les yeux dans les yeux, donc il n'y a pas de souci. C'est bon. Donc, gardez à l'esprit pour la communication non verbale, l'aspect culturel aussi, c'est très important. Et j'avais mis un tableau où il y a beaucoup d'exemples. Dans certains pays, ça c'est accepté, dans l'autre pays, c'est pas accepté, etc. Donc, ça va vous donner une idée encore plus claire comment le même geste pourrait être interprété d'une manière différente dans différents pays, dans différentes cultures. Ça va? Bon, oui. Ceci dit, on a ensuite les détails basés sur la kinésique. Donc, la kinésique aussi, c'est divisé dans différentes parties, mais je pense que ce n'est pas trop compliqué. Si vous allez regarder, vous allez comprendre facilement. On dit la kinésique a 4 parties. Par exemple, les mouvements du corps, les expressions du visage, le contact visuel et la posture. Et je pense que les 4 sont assez clairs, n'est-ce pas? On n'a pas vraiment besoin d'entrer dans le détail là. OK. Excusez-moi, madame. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer encore une fois la caractéristique physique? Les caractéristiques physiques, oui. Donc, quelqu'un a des idées et puis je vais expliquer. C'est quoi les caractéristiques physiques? Madame, peut-être c'est le mouvement de tout le corps dans une direction. OK. La caractéristique physique de tout corps ont communiqué quelque chose. Par exemple, pour répondre à la question, on lève la main. L'étudiant lève la main. C'est là un exemple de physique. Comme ça. Ça, c'est le mouvement corporel. Non, mais ça, c'est kinésique, right? Oui. Caractéristiques physiques, par exemple, Darshini, pardon, Oui. je perce le nez dans certaines cultures indiennes. Quand on perce le nez, ça indique le mariage. Je ne sais pas si vous avez entendu ça ou non. S'il y a un enfant, un adolescent qui est très rebelle et il fait le tatouage ici, et puis il entre dans la classe, quel message est-ce qu'il communique? Le tatouage, quand on perce le nez, peut-être même les oreilles, beaucoup de fois, tout ça, ce sont mes caractéristiques physiques. Et ça aussi, ça donne un message. Si je voudrais aller à un entretien pour un job, est-ce que vous pensez que je vais montrer mes tatouages? Non. Je vais colorer mes cheveux avec la couleur rouge ou verte. Vous voulez dire comme les hippies? Oui, comme les hippies peut-être. Donc, tout ça, mes caractéristiques physiques aussi communiquent un certain message, n'est-ce pas? Voilà, excusez-moi, madame, est-ce que c'est le vêtement que vous portez, les cheveux que vous avez, voilà, le maquillage, comme ça, tous montrent, donnent un message. Exactement. Rien n'est innocent. Hein. Comment je m'habille, comment je porte des bijoux, je pense que tout a une certaine importance dans la communication. Oui, non? Voilà, par exemple, vous allez à un décès et vous portez les vêtements en or, vous portez les vêtements blancs comme ça. Là, ça donne un message. Absolument, Seda. Comme j'ai dit, dans certaines cultures indiennes, quand une femme perce le nez, ça indique le mariage, c'est-à-dire cette femme est mariée. Aujourd'hui, ça existe ou non, je ne sais pas, mais je sais dans certaines cultures indiennes, quand il y a une femme avec le nez percé, c'est le symbole que, ben voilà, ce n'est plus une célibataire. Donc, notre caractéristique physique montre certaines choses aussi. C'est bon? Question. Oui, Radhika.
Madame, vous voulez dire qu'on on classifie ce terme dans l'origine, l'âge et l'apparence physique, tout. C'est ça? Dans les caractéristiques physiques, oui, exactement. D'accord, merci. Et cela a aussi une importance quand on fait la communication. Ça joue un rôle dans la communication. Ça fait partie de la communication non verbale. Ça va? Oui. Merci. De rien. Alors, ensuite, après kinésique, on est entré dans les détails de proxémique et on a parlé de 4 zones proxémiques. Il y a la zone publique qui est la plus grande. Ensuite, il y a la zone sociale, puis personnelle et puis intime. Les noms sont assez explicites. Est-ce que ça vous semble clair ou vous voulez discuter un peu en détail? Il y a un tableau aussi dans votre matériel qui montre c'est quoi exactement public. Public, nous utilisons pour parler avec. Les gens qu'on ne sait pas. Qu'on ne connaît Qu'on pas. ne connaît pas l'étranger avec l'étranger avec lesquels on peut garder la distance. Une certaine distance. Je ne vais pas m'avancer trop, je vais garder une certaine distance. Ça, c'est la zone publique. Il y a un peu plus de distance. Ensuite, il y a la zone sociale. Dans le jardin, quand les enfants ils jouent, ça c'est la distance, la zone, oui. Voilà. On les connaît, on est là, mais il y a quand même une certaine distance qu'on garde parce que c'est social. On fait partie de la société. Et puis personnel. C'est la relation entre la famille. Exactement. Personnel, c'est ma famille, mes amis qui sont là avec moi. Et intime, c'est romantique. C'est seulement les personnes qui sont vraiment trop proches à nous, normalement les partenaires romantiques, etc. Romantique ou divine. Exactement. Ça va? Niranjan va ajouter quelque chose. Vas-y, Niranjan. Est-ce que ces zones varient de culture à culture? À mon avis, oui. À mon avis, oui. Et ces distances ici démontrées, ce sont des Européens? Je pense oui. La distance qui sont là, c'est surtout basé sur les pays occidentaux. Ça va? Merci, merci madame. Je vous en prie. Donc voilà, ça c'est la proxémique. Et puis, il y a sa pertinence dans la classe. Quelques exemples pour parler de proxémie dans la classe. Je pense qu'on a déjà donné un exemple, mais si vous avez d'autres exemples à ajouter. Adita nous a dit, on peut s'asseoir avec des enfants maintenant et puis il y a cet aspect d'amitié au lieu de penser que c'est juste un maître. Oui, Anish, vas-y. Madame, c'est ça, je voulais ajouter l'aspect d'amitié quand les deux élèves, ils sont des amis, ils s'assisent ensemble. On peut comprendre, que ce sont des amis et ils comprennent bien quand ils s'assisent ensemble. Ça peut aussi être un exemple de proxémique. Oui, oui. Et dans différentes cultures, ça pourrait varier. Hein. Donc, maintenant, si vous avez des anecdotes à partager, je vous écoute, hein, surtout basées sur ces différences culturelles. Si vous avez eu l'occasion de voyager dans un autre pays, si quelque chose vous a frappé, allez-y, partagez. Ça sera intéressant de savoir comment cela peut varier d'une culture à l'autre. Parce que je pense en termes de théorie, on a tout discuté en ce qui concerne ces deux unités. Mais si vous avez des exemples concrets, je vous écoute. Vous avez eu l'occasion de visiter dans un pays francophone? D'aller en France ou un autre pays? Oui, Anish? Oui, madame. Est-ce que tu as observé quelque chose de très différent de notre culture? Quand je suis rentré, j'étais
plus très content qu'avant. Et, oui. La manière dans laquelle il parle, quand il parle très doucement dans une voix très basse, au lieu de nous, parce que quand on parle, c'est compliqué pour eux. Oui. Oui, quand j'ai visité la France, j'ai vu que tout le monde fait la salutation en faisant la bise et tout ça. Mais en Inde, partout, c'est pas normal. C'était la différence, c'était la différence culturelle que j'ai remarqué. Et Aussi, le langage culturel. la manière de saluer, on dit good morning, merci, bonne journée. C'est pas dans notre culture, ça n'existe pas. Oui, et si on l'associe avec le langage non verbal, comme Manish a dit, ben, faire la bise, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas en Inde, je pense. On est plutôt avec Namasté, Salam, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui se fait très souvent en France, la bise. Et en France aussi, je ne sais pas si vous le savez ou non, mais selon la région, ça change. Hein. Quelque part, c'est 2 bises, quelque part, c'est 3 bises, quelque part, c'est 4 bises. Donc, chaque fois quand vous changez la bise, il faut réfléchir si vous allez faire 2 fois, si vous allez faire 3 fois ou 4 fois. Ça change. Hein. Maintenant, on a des bises quand les femmes vont pour les kitty. Cela a commencé en Inde aussi, hein, cette communication non verbale. D'autres choses? Madame, façon de manger, c'est différent. Comme en Inde, on s'assied, on mange quelque chose, mais dans les pays occidentaux, ils restent debout quand ils mangent. Oui, c'est vrai. C'est une différence culturelle. Hein. Pour nous, je pense, si on a besoin de manger, on a besoin de s'asseoir. On ne peut pas manger debout. Mais pour eux, c'est normal. Ils prennent un sandwich, ils marchent dans la rue, ils mangent. C'est OK pour eux. C'est vrai. Non, ici aussi, nous mangeons avec les mains. Oui. On n'utilise pas, oui, à l'étranger. L'utilisation des mains Le ici. non indien et le oui indien. Pardon? C'est-à-dire le non et oui indien. Le oui indien. Pour les, oui, pour les Français. Ils ne peuvent pas imaginer. Hein. Chanchal va ajouter quelque chose. Vas-y, Chanchal. Oui, madame. Ce qui est inimaginable dans l'Europe, c'est dans l'autobus ou dans quelques trains, s'il y a, il y a une femme est debout devant le gens, devant l'homme, et l'homme est assis. C'est possible seulement en Inde que ils ne laissent pas le 16 pour la femme ici en Inde, mais c'est inimaginable en Europe. D'accord, donc tu parles de politesse chez les hommes. Les hommes là-bas sont plus polis. Oui, c'est presque, nous sommes comme ça, que nous le trouvons très normal, que une femme est debout devant l'homme, et l'homme est assis dans le siège, dans l'autobus, On ne fait pas beaucoup d'attention. Oui. Oui, c'est vrai. Les enfants utilisent beaucoup le langage non verbal aussi. Avez-vous des exemples? Les petits surtout. Hein. Ils utilisent beaucoup le langage non verbal pour communiquer. Madame, quand ils sont contents, ils donnent les high five. Après un jeu. C'est vrai, Karishma. Quand ils sont contents, ils vont dire voilà, c'est cool, c'est fait. Quoi d'autre? Quand il ne veut pas faire quelque chose, il ignore.
Ils ne vont même pas regarder, n'est-ce pas? Ils tournent la tête comme si tu n'existes pas. Oui. Oui, c'est vrai. D'autres choses? Et aussi, madame, ils s'expriment avec des expressions bizarres quand ils ne sont pas contents. Ils donnent des expressions bizarres. Des expressions bizarres quand ils ne sont pas contents, oui. Surtout quand Ils ne veulent pas manger, ils crient sur le plafond, sur la terre, oui, ils crient et ils ne veulent pas vous voir. Oui. Ils font toute une drame, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, mes amis, c'est tout que moi j'avais à vous dire. Si vous avez des doutes, des questions, allez-y. Ou si vous voulez y ajouter quelque chose, je vous écoute. Parce que c'est très intéressant vos partages. Sinon, on peut peut-être terminer, je ne sais pas. Madame, ici, dans les images de Bloom, la taxonomie de Bloom, vous avez donné les 3 images. Ça, c'était révisé 3 fois ou vous avez choisi juste les 3 versions ou maintenant aussi ça va être révisé? Ça pourrait être révisé. Hein. Donc, la première, c'était comme c'était au départ, c'est la première image. La deuxième image, quand il y a eu des changements, donc ça montre l'évaluation, c'était là dans un des articles de recherche, je pense, que je l'avais trouvé. Et puis la troisième aussi, je l'ai trouvée dans un article de recherche. Et ça, c'est très récent, la troisième, où on a donné même un exemple d'une tâche. Et je pense qu'Aniranjan va le lire, il comprendra mieux comment on peut commencer de l'étape de création et on peut arriver vers la mémorisation. Donc, moi, je n'avais pas créé ces triangles, je les ai trouvés quelque part. Pour les réponses à l'examen, il faut aussi désigner ces triangles. C'est nécessaire ou c'est d'accord si je pense que ça ne sera pas nécessaire, mais il faut toujours élaborer votre point avec des exemples. Parce que je suis sûre maintenant, vous savez, ce module, c'est vraiment un essai de vous donner des outils pratiques et pas vraiment théorie. Donc, tout ce dont on a discuté, on a essayé de créer un lien entre ce qui se passe dans votre classe aujourd'hui, ce que vous observez, etc. Donc, essayez de soutenir votre réponse à l'aide des exemples. C'est tout. Ça va? C'est pas trop compliqué la didactique, j'espère. Vous n'avez pas trouvé trop compliqué? Non, et grâce à vous, je dois dire, grâce à vous, ce n'est pas difficile. Le module n'est pas difficile, c'est la mémorisation qui est difficile. Mais il ne faut pas mémoriser, il faut juste essayer d'analyser votre propre classe, les manuels que vous utilisez, et je pense que vous allez trouver des réponses aussi pour les questions. Madame, il faut créer dans l'examen, on va créer, on ne peut pas mémoriser. Si on ne peut pas mémoriser, on va créer d'abord. Exactement. Donc, selon vos observations, hein, pas bêtement, mais selon le triangle, madame. C'est ce que je dis, Niranjan, exactement. C'est ce qu'il faut faire. Il faut créer les réponses au lieu de mémoriser les réponses. Mais pour cette création, appuyez-vous sur la connaissance que vous avez. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un de très intelligent. Je ne veux pas dire que vous êtes complètement vide. Donc, si vous n'êtes pas vide, vous avez des connaissances. Si vous avez des connaissances, votre réponse sera intéressante. Ça va? Quand nous avons vu le livre de didactique, c'est 200 pages seulement pour seulement pour un polycope. Et
Oui, c'était un cauchemar, mais ce n'est pas si facile. Ça n'est pas si difficile, désolé. Compliqué, non? Plus de 500 pages, oui, plus de 500 Oui. pages, oui. Il y en a. La C'est le première plus partie avait gros. 222 pages, mais Oui. dans la deuxième partie qui est arrivée, c'était plus de 500 pages. Oui. Maintenant, ça va. Ne vous inquiétez pas trop. C'est pas trop lourd. Et moi, j'ai essayé de vous donner les enfants d'une manière très succincte parce que je sais que c'est un domaine très vaste. Mais pour le moment, c'est juste une introduction. Après, si vous voulez développer plus sur un aspect ou l'autre, vous pouvez le prendre dans la recherche pour la dissertation, etc. Là, vous allez trouver d'autres détails. Mais pour le moment, ne vous stressez pas trop et gardez à l'esprit seulement ce qu'on a discuté. C'est tout. Ça va? Oui. Est-ce qu'on peut prendre une petite photo comme un souvenir? Si tout le monde est d'accord, si vous pouvez démarrer votre caméra juste pour 2 minutes, Adita, vas-y. Si c'est possible, s'il te plaît. Chanchal, j'aimerais bien vous voir. Merci beaucoup. Sunil, tu es là? Il est malade, le pauvre. Bon, ok, mes amis. Souriez. Juste une seconde, excusez-moi. Et une autre. Ok. Merci beaucoup. C'est gentil, c'est fait. Excusez-moi, madame, une petite question. Oui, oui. Si on a le doute après, est-ce qu'on peut vous contacter? J'espère qu'on c'est pas vous dérangeons pour contacter si on a des doutes. Pas de Est-ce qu'on peut demander votre numéro de téléphone à madame Dipanvita? Dipanvita, oui, vous pouvez lui demander. Sinon, vous pouvez me trouver sur LinkedIn. D'accord, ok, vous pouvez ça être va. en contact. D'accord, merci. Merci. Je vous en prie. Merci, Allez. madame. Merci, Au revoir, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup, madame. Merci, Merci madame. beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci, madame. Au revoir. Merci beaucoup, madame. Merci.